tous et rebonjour pour certains. Je suis ravie d'être avec vous ce matin sur l'espace sécurité intérieure et défense et les débats continuent. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir monsieur Emmanuel Kessler. Emmanuel, vous êtes donc chef d'équipe partenariat sensibilisation au sein de C3, le centre de lutte contre la cybercriminalité d'Europol. Et aujourd'hui, c'est vrai que des services comme les vôtres sont essentiels avec la montée grandissante de la cybercriminalité pour assurer la sécurité dans le cyberespace et pour assurer la sécurité des citoyens en Europe. Vous allez donc aujourd'hui revenir avec nous sur les actions menées par Europol en la matière et les enjeux de coopération internationale pour une lutte toujours plus efficace. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, merci. Je suis très heureux de vous présenter donc nos activités aujourd'hui au sein du FIC. En fait, pour me présenter, je travaille au sein d'Europol, l'agence européenne de soutien aux services d'enquête qui travaille sur toute forme de criminalité organisée, mais également donc la cybercriminalité. Un centre est dédié à cette activité qui comporte, nous avons une centaine de collègues européens. À notre niveau, nous sommes basés à La Haye et nous allons soutenir les enquêtes de nos collègues des États membres donc tout au long de l'année. Pour vous présenter un peu cette activité, cette action de coopération internationale contre la cybercriminalité, je vais tout d'abord vous dresser un panel général du contexte dans lequel nous intervenons. En fait, pour garantir la sécurité et la stabilité de l'espace numérique, on va avoir trois grands acteurs opérationnels. On aura la cyberdéfense en termes de rapport de force numérique à l'échelle des États, si je puis dire. Nous allons avoir la cybersécurité qui va protéger les infrastructures, qui va protéger, je dirais, nos installations, nos systèmes. Nous allons avoir aussi donc les acteurs, les enquêteurs de la lutte contre la cybercriminalité, qui vont avoir là un angle opérationnel en termes de recherche, d'enquête. L'objectif étant d'identifier et de neutraliser les cyberattaquants, les cybercriminels qui ciblent, je dirais, n'importe quel citoyen, n'importe quelle victime, n'importe quelle entreprise. Donc là, très clairement, on pourra voir d'emblée le rôle complémentaire que ces trois acteurs vont pouvoir avoir pour garantir la stabilité, la sécurité du numérique. Alors, quel est l'état de paysage de la cybercriminalité ? Traditionnellement, on considère en termes de cybercriminalité trois grands domaines à couvrir pour les services d'application de la loi. Le premier domaine est ce qu'on appelle donc le Cyber Dependent Crime en anglais. Il s'agit des cyberattaques, des botnets, des rançongiciels, des malwares. On est là vraiment dans le cœur donc de la cybercriminalité classique telle que nous pouvons l'imaginer. Le deuxième domaine, c'est tout ce qui est fraude en ligne, très clairement. Alors c'est la fraude en ligne au sens toutes les arnaques qui vont être déployées sur Internet. Elles sont massives, elles coûtent un argent phénoménal, très clairement. Et donc, c'est l'un des autres domaines d'activité pour les services d'enquête. On va chercher à identifier ces groupes qui vont nous cibler depuis l'étranger, comme bien souvent. Et donc, l'objectif est de limiter la casse, si je puis dire, et de les neutraliser en les déférant à la justice à chaque fois que possible, de manière à prévenir un peu de nouvelles attaques. Troisième domaine sera un domaine un peu plus spécifique, c'est la cybercriminalité des atteintes aux mineurs en ligne. On est sur une criminalité de contenu qui est très particulière, mais là aussi c'est très massif. Hélas, il y a énormément de contenu pédophile en ligne. Et là, donc, l'objectif est vraiment de neutraliser ces réseaux, ces individus donc, qui portent atteinte aux mineurs. Et heureusement, on y arrive dans bien des cas, mais malheureusement, la tâche est immense. Donc voilà pour vous dresser un premier panel du contexte dans lequel nous allons intervenir. Alors la coopération internationale pour ces acteurs, pour ces enquêteurs, ces acteurs de cybercriminalité, elle va comporter trois temps. Je dirais que tout d'abord, l'objectif pour nous, c'est de négocier des enjeux, négocier ces enjeux donc, de l'investigation numérique au niveau international.
Pour pouvoir travailler, on doit pouvoir coopérer, parce que les informations ne seront pas nécessairement en France, par exemple. Elles vont être... je travaille à Europol, on a tout à fait cette notion de coopération internationale dans notre ADN. Nos besoins vont être rapidement à l'étranger, parce que très rapidement, les attaquants, parfois ça pourra être aussi des attaquants français, mais ils vont utiliser des serveurs à l'étranger. Donc pour nous, l'objectif, c'est d'aller chercher l'information où elle se trouve. L'objectif, dès le moment où il y a une attaque, où il y a une infraction qui est constatée, l'objectif sera de remonter cette chaîne d'attaque, remonter cette chaîne d'information pour identifier les individus qui se cachent derrière. Alors, de ce fait, on doit pouvoir négocier des cadres de coopération en termes d'accès à l'information. On a ces cadres de coopération au niveau européen. Bientôt, on aura le pack e-evidence qui devrait nous permettre d'accéder, de demander en direct les informations au secteur privé de manière beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable. Donc ce sera une première avancée. Nous avons aussi un autre texte, un autre cadre juridique qui est en passe d'être adopté et d'être mis en œuvre. Il a été adopté, il s'agit du protocole additionnel de Budapest, qui va nous permettre d'accéder aux informations plus facilement avec les 67 pays donc de la Convention de Budapest du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité. L'objectif, c'est d'avoir ces informations du secteur privé. Le secteur privé, il est à la fois la première cible des attaques, mais aussi le détenteur de la plupart des informations. Pour nous, c'est essentiel de pouvoir obtenir cet accès. Les autres enjeux de négociation internationale qui vont impacter l'enquêteur, ce sont des enjeux qui seront beaucoup plus techniques, comme par exemple les problématiques d'anonymisation. Maintenant, je dirais que tous les cybercriminels, même ceux qui étaient les plus nuls en maths à l'école, peuvent utiliser le chiffrement, là très clairement. Donc on est sur ce changement de paradigme pour l'enquête. Notre gros challenge actuellement, c'est d'accéder, malgré ces capacités d'anonymisation, ce sera des VPN, ce sera des capacités de chiffrement. L'objectif est d'arriver justement à pouvoir continuer à avoir l'accès à l'information. L'autre défi sera la 5G, les nouveaux standards. Et oui, pour nous, ça va changer la donne. Donc il va falloir aussi trouver au niveau international des cadres, des possibilités pour pouvoir continuer à travailler. Donc, dernier point, qui n'est pas des moindres, l'intelligence artificielle. Ah bah oui. L'intelligence artificielle, je vais vous donner un exemple très clairement. Dans des grosses enquêtes menées par Europol, on peut avoir des cas opérationnels sur lesquels on travaille pendant des mois. À la fin, on a 500 millions de messages à éplucher. 500 millions de messages qui proviennent de smartphones utilisés par les criminels, des groupes criminels organisés. Donc il faut pouvoir les analyser rapidement, identifier ceux qui nécessitent vraiment un travail. Là, vous avez beau réunir 30 à 40 enquêteurs dans une salle, les enfermer avec des bières et des pizzas, ça va être difficile. Donc là, très clairement, l'intelligence artificielle, le machine learning, nous sera utile pour pouvoir travailler sur ces 500 millions de messages. Il ne s'agit pas d'effectuer une utilisation de l'intelligence artificielle qui soit digne d'un État autoritaire. C'est absolument pas ça. En termes de law enforcement, notre objectif, c'est vraiment de maintenir nos capacités d'accès à cette information. On va utiliser l'intelligence artificielle, mais toujours avec un œil humain. Ça, c'est essentiel. Au final, l'œil humain est là pour voir quelle information est fiable, quelle information ne l'est pas. C'est de cette façon qu'on souhaite pouvoir travailler avec cette capacité qui sera essentielle pour le futur, parce que si on ne l'utilise pas, les criminels vont l'utiliser, très clairement. Et on se retrouvera dans une situation où les brigades du Tigre devront poursuivre des go-fast. Ça va être ça. Donc là, il y a un enjeu véritable pour les services d'enquête dans les années à venir sur ces modalités techniques. Après, je vous dirais que l'autre problématique pour nous en termes de coopération internationale, c'est ce qu'on appelle le capacity building en anglais. On a besoin d'expertise, on a besoin de gens formés. Il y a, comme dans beaucoup de secteurs, un besoin énorme en termes d'expertise, de gens formés aux crypto-monnaies, par exemple. Alors, si vous êtes un as des crypto-monnaies, ça va bien se passer sur les années prochaines, très clairement, parce que c'est un besoin fondamental pour pouvoir justement travailler sur ces enquêtes.
Les crypto-monnaies, c'est une façon aussi de travailler sur les rançongiciels, de manière à identifier les flux, identifier les individus derrière, et aussi de protéger les victimes. La vocation première de nos services, c'est la protection de ces victimes, en mettant hors d'état de nuire les cybercriminels. Après, ce besoin de formation, il est énorme. Il existe au niveau national, il existe aussi au niveau international. Il y a des instituts, il y a des organisations qui existent au niveau européen, le CEPOL, qui vont former les policiers européens. On doit aussi former nos collègues à l'étranger qui sont aussi hors Europe, parce que pour pouvoir coopérer avec nous, être opérationnel sur d'autres continents, il faut que nos collègues aient ces technicités. Et dans certains pays, c'est beaucoup plus difficile. Il y a un écosystème, je dirais, tout un ensemble de coopération qui existe entre les polices là-dessus pour pouvoir justement développer ces capacités au niveau international. Alors, au niveau d'Europol, nous travaillons essentiellement au niveau européen, mais on est parfois amené aussi à soutenir nos partenaires, donc dans un sens plus large. Après, je vous dirais que la finalité de ces deux modes de coopération, à savoir la négociation internationale et la formation, la finalité reste aussi les opérations, tout simplement. Pour faire des enquêtes, il faut mener ces opérations, il faut pouvoir agir à ce niveau-là. Ces opérations, elles sont à la fois directement sur des menaces, sur des grosses attaques de rançongiciel par exemple. Elles viseront aussi à déstabiliser l'environnement criminel, le crime as a service. Là, c'est un des objectifs qui est aussi mené par Europol, de pouvoir justement déstabiliser, de casser ces plateformes qui fournissent des outils aux cybercriminels. En faisant cela, on ralentit les attaques et c'est moins de victimes à l'arrivée, très clairement. Donc ce sont deux approches qui seront complémentaires. Maintenant, je vais terminer sur qu'est-ce qu'Europol apporte au niveau de cette coopération internationale. Comme je le disais, nous sommes une agence européenne. Toutefois, nous avons un réseau très solide, très développé en extra-européen, avec toute une variété de pays, de partenaires majeurs, que ce soit les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, des États d'Amérique du Sud également, des États asiatiques. Donc on a vraiment un réseau qui existe au-delà de cela. Nous avons au sein de l'agence un groupe de coopération opérationnelle sur la cybercriminalité, le GCAT, la Joint Cybercrime Action Task Force. On a 23 officiers de liaison qui sont aussi des enquêteurs, qui ont une formation technique et qui coopèrent sur une base quotidienne pour préparer les grandes affaires qu'Europol va mener au niveau international. Ces grandes affaires, ce sera le démantèlement du réseau Emotet, ce sera le démantèlement de plateformes, tout récemment, ces derniers jours, nous avons soutenu le démantèlement d'une plateforme qui est Genesis Market. Cette plateforme avait infecté 1,5 million d'ordinateurs et proposait à la vente les données d'accès de code de tous ces ordinateurs, donc en ligne aux cybercriminels. Cette plateforme a été démantelée il y a 3 jours. C'est le type d'action qu'Europol soutient au niveau international. Vous pouvez régulièrement voir ces actions. Je vous invite de toute façon à vous connecter au site Europol. Nous fournissons toutes ces informations sur ces opérations. Pour terminer, je souligne aussi nos capacités de forensic qui sont parmi les meilleures. On a d'excellents personnels en matière de forensic qui vont soutenir nos collègues des États membres. Nous avons aussi d'excellents experts en crypto-monnaie. Donc c'est un pack de soutien global que l'agence va fournir. On ne dirige pas les enquêtes. Par contre, quand les pays membres viennent nous voir pour nous demander notre appui, on va fournir un pack complet. Ces capacités donc d'appui forensic, d'appui d'analyse à l'information, ces capacités de coordination aussi. Sur Emotet, c'était 7 pays majeurs impliqués, 20 pays en tout, près de 500 serveurs sur lesquels nous avons dû travailler. Voilà, pour vous donner une idée de cette coopération internationale en cybercriminalité. Maintenant, si vous avez des questions, je suis tout à fait prêt à vous répondre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kessler. On a peut-être le temps pour une question, en effet, parce que le temps file. Si quelqu'un dans le public souhaite poser une question, c'est le moment. Non, pas de question ? Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Kessler. Merci. Bonne journée. À vous aussi.
Restez avec nous car du coup dans quelques minutes, d'ici 3 minutes, nous recevrons Madame Manuela Catrina sur la cyberstratégie de la Roumanie, voilà, sur l'espace sécurité intérieure et défense. Merci à tous.